Bonjour à tous et bienvenue chez Apprenance dans cette toute nouvelle série La Pause Mémoire. Moi c'est Axel Demongeau, je suis accompagné de Vincent Delouanmel. On va essayer de parler d'attention, de concentration, de mémoire, surtout d'essayer de répondre à vos questions. C'est parti. Salut Vincent. Salut Axel. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait vous parler d'un mécanisme qui est souvent mal compris, c'est l'oubli. Alors, l'oubli, c'est vrai que dans la mémoire collective, ou en tout cas pour la majorité des gens, c'est de se dire, bah, je ne me souviens plus. Alors, est-ce qu'on ne se souvient plus parce qu'il n'y a plus rien à se souvenir? Ou alors est-ce que l'on ne se souvient plus parce qu'on n'arrive pas à récupérer un souvenir? Je pense que c'est une question intéressante à se poser. Quel est ton avis là-dessus, Vincent? Bah, déjà, de bien comprendre ce qu'est l'oubli. D'abord, l'oubli, il faut bien comprendre que c'est un mécanisme qui fait partie de la mémoire et qui va aider à structurer sa pensée. On remarque par exemple des gens qui ont des hypermnésies, des gens qui n'oublient rien. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, on n'en connaît que très très peu. Mais globalement, les hypermnésiques, la problématique, c'est que ça peut développer d'autres pathologies, notamment des pathologies qui peuvent développer, enfin, de type de l'anxiété, ce genre de choses, parce qu'on n'arrive plus à structurer sa pensée et à inhiber des informations qui ne sont pas utiles. Donc, en gros, l'oubli, c'est pas, enfin, d'avoir une hyper-mémoire, c'est pas quelque chose qui devrait nous faire rêver, en fait, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Tu vois, les gens, ils aimeraient avoir une hyper-mémoire, mais globalement, quand on observe les gens qui ont des hyper-mémoires, bah, ça fait pas rêver, quoi. L'exemple le plus frappant, c'est un Russe qui s'appelait Veniamin, qui a été étudié par un chercheur qui s'appelait Alexander Luria. Et c'est dans les années 30-40 par là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce monsieur, donc Veniamin, on l'appelait comme ça, était un journaliste qui, en fait, un jour se fait reprendre par son rédacteur en chef qui remarque qu'il ne prend jamais de notes. Et Veniamin, lui, sait pas trop quoi répondre parce qu'il se demande pourquoi les gens prennent des notes. Parce que lui, il retient en fait tout en fait. Et là, ben, pour le coup, ce rédacteur en chef va lui présenter le fameux Luria, qui est un psychologue russe, et qui va étudier Veniamin pendant très longtemps en fait. Donc ce livre d'ailleurs, il en a fait un bouquin d'ailleurs qui est devenu une référence dans le domaine. Je crois qu'il s'appelle Une mémoire exceptionnelle ou prodigieuse. Je n'ai plus le titre là pour le coup. Toi là, pour le coup, j'ai un peu d'oubli. Et en fait, on se rend compte, enfin, il raconte quand même, par exemple, que à un moment donné, je crois 15 ans après ou 20 ans après, il lui demande s'il se rappelle d'un tableau de chiffres et de nombres qu'ils avaient donc conçus ensemble. Et l'autre lui sort comme ça, oui, c'était un vendredi, et bah, 15 ou 20 ans après, il est encore capable de s'en rappeler. Surtout, il raconte sa problématique, c'est que nous, on cherche des méthodologies pour retenir, alors que Benjamin cherchait des méthodologies, lui, pour plutôt oublier. Donc, il met en place des stratégies d'oubli, où il s'imaginait un tableau avec une éponge, et puis il s'imaginait en train d'effacer comme ça ses souvenirs, quoi. Et la problématique de tout ça, c'est que bah, Benjamin, il a arrêté son travail de journaliste pour devenir artiste de musical, un mnémoniste en fait, tout simplement. Mais à la fin, je crois que ça s'est pas très très bien terminé pour lui, dans le sens où je crois qu'il est devenu un peu fou ou ce genre de choses, quoi. Donc l'oubli, ça sert à structurer sa pensée. Vous n'avez pas la vocation à tout mémoriser, à tout vous rappeler. Donc, Et c'est intéressant ce que tu dis justement sur les hypermnésiques parce que c'est vrai que, alors ça date un petit peu, mais j'avais vu des reportages notamment sur un hypermnésique qu'on avait fait monter en hélicoptère et qui devait survoler une ville des États-Unis, je sais plus, et qui avait réussi à redessiner les bâtiments à la fenêtre près. hmm. Donc c'était quelque chose d'assez, on On peut parle de dire, mémoire, voilà, on parle de mémoire et idétique à ce moment-là. ouais. C'est une mémoire Euh, photographique. C'est un Allemand d'ailleurs, je crois. C'est pas un Américain, c'est un Allemand. Il me Non, semble. mais je crois qu'il survolait les États-Unis de Bien, ouais. mémoire. Et bon, c'est vrai que moi, sur toutes les histoires d'hypermnésie que j'ai pu avoir, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu folie ou en tout cas envie d'oubli qui est très présent chez tous ceux que j'ai pu avoir dans mes recherches. Et aussi se dire peut-être, enfin pas peut-être en fait, c'est sûr que retenir précisément, c'est pas forcément le but de la mémoire. Le but de la mémoire, c'est de pouvoir se remémorer une idée
potentiellement de pouvoir la projeter dans le futur pour avoir quelque chose de concret ou se préparer à quelque chose. Mais je vais prendre un exemple clair, une définition. La définition d'un mot. Mon but, c'est pas de retenir tous les mots de la définition pour avoir une définition parfaite, c'est d'avoir la compréhension du mot que je vais utiliser. Et en Mhm. fait, c'est ça la notion, je pense, qui est la plus importante, c'est de se dire, oui, l'oubli est important à partir du moment où j'arrive à me souvenir de l'idée globale, de l'idée générale, et de pouvoir aussi potentiellement la restituer. Bah, l'oubli, ouais, ouais, dans ce que tu dis, ça permet surtout de hiérarchiser en fait, hein. C'est-à-dire qu'en Ouais, gros, tu vas exactement. d'abord retrouver le sens général, parce que l'enjeu de la mémoire, c'est quand même une forme de transversalité. C'est-à-dire que je vais prendre l'information, et si je la prends brute pour la réciter brute, ça veut dire que je vais pas forcément me l'approprier, alors que l'enjeu quand même, c'est de s'approprier quelque chose pour l'utiliser dans des cas différents en fait. Tu vois, donc si tu apprends par cœur le théorème de Pythagore pour réciter le théorème de Pythagore, c'est très bien. C'est ce qu'on fait un peu à l'école. Maintenant, si tu pas capable de l'appliquer dans la vie de tous les jours, ou si tu, enfin, la vie de tous les jours ou dans d'autres thématiques, ça reste de l'information brute. Je sais pas si c'est très utile. Faut bien comprendre que la mémoire n'a pas vocation non plus à s'encombrer d'informations qui ne sont pas utiles. Donc c'est ça qui est fort, je pense, dans le cerveau. C'est déjà au départ cette capacité à faire une forme de filtrage. C'est-à-dire que tu vas pas t'amuser à retenir tous les feux rouges que tu passes le matin en allant au travail, tu vois. C'est-à-dire que tu les croises, tu les vois, tu les reconnais, mais tu vas pas te dire à la fin de la journée, je suis super content, je me rappelle avoir passé 32 feux rouges, tu vois, dans la journée, quoi. Et heureusement, sinon ça t'encombrerait plus que ça la pensée. Et quelqu'un qui n'aurait pas cette capacité de structuration, d'oubli, ça veut dire il est pas capable de faire le tri dans ses pensées, quoi. Il est Ouais, pas c'est capable de ça. hiérarchiser, toi. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai retiré de toutes les études que j'ai lues sur le sujet, c'est que l'oubli permet justement le tri. Ah Et oui, bien sûr. c'est complètement ça. D'ailleurs, il y a une bonne partie de ce tri qui est effectuée pendant le sommeil, mais pas que. Et il faut bien se dire que votre propre euh, analyse de ce qui se passe, votre propre analyse de la situation va inciter votre cerveau à oublier ou non. Et en fait, le cerveau, il va privilégier ce qui lui est utile. Et encore une fois, je vais prendre un exemple très simple. Imaginons, je ne sais pas, que je suis éleveur. Donc, j'élève des animaux toute la journée. Est-ce que pour moi, c'est utile de savoir comment fonctionne la fission nucléaire? Pas forcément. Dans le Pas à sens ce moment-là. inverse, voilà, dans le sens inverse, quelqu'un qui travaille sur la fission nucléaire, il n'a pas forcément besoin de savoir combien de fois je vais traire la vache dans la semaine. Et donc le tri et cette fonction de l'oubli, il faut bien comprendre aussi que c'est par rapport à notre utilité, à nos émotions, à notre intérêt en fait. Et je pense que là, il faut bien distinguer deux choses, en fait. Il y a l'oubli par défaut d'encodage. C'est-à-dire que j'ai rencontré l'information, je l'ai peut-être retenu le temps que j'en ai eu besoin pour interagir avec elle, tu vois. Mais pour le coup, il n'y aura pas d'encodage dans le sens où il n'y a pas d'effort consenti pour faire de cette information quelque chose de vital ou de primordial. Ce qui veut dire que là, pour le coup, on est face à une forme d'incapacité, si tu veux, de récupération par défaut d'encodage. Et après, il y a l'oubli, dans le sens où le temps a fait son effet, où j'ai pas eu à utiliser une information depuis très longtemps, genre bah, les poésies, hein, on en parlait tout à l'heure en off là. Une poésie que je sais pas, que j'ai appris par cœur étant plus jeune, mais que je ne suis pas capable de retrouver plus tard, c'est probablement parce que bah, le cerveau il a fait ce tri en se disant bah, cette information-là n'est plus utile aujourd'hui, je vais la mettre en arrière-plan. Et bah voilà, ça veut dire que pour la retrouver, il va falloir faire un petit peu d'effort, et c'est souvent là qu'on fait des rappels, hein, des rappels, peut-être des révisions, avec ce constat que c'est que ça revient très vite en fait. Ouais, et du coup, bah, je vais faire un petit spoiler aussi sur la prochaine vidéo qui sera sur la consolidation. Et c'est aussi pour ça qu'avoir des stratégies de consolidation, notamment dans les études ou peu importe, ça peut être très efficace parce que comme tu le disais, si
à partir du moment, en fait, on va le faire comme ça, à partir du moment où je revois, je dois restituer ou que j'ai besoin de réavoir accès à cette information, mon cerveau va le traiter comme quelque chose d'utile ou d'important et va du coup éviter de l'oublier. D'où cette phase de consolidation qui est très importante aussi pour se souvenir. Et pourtant, il y a des gens, et tu l'as sûrement déjà vécu, parce qu'une information a été très forte émotionnellement, va pouvoir être retenue comme ça. C'est-à-dire que tu as Ouais, vécu un choc émotionnel. Alors ça peut être dans les 2 cas bien d'ailleurs, sûr. on peut travailler on peut d'ailleurs, peut-être évoquer les 2 cas, hein, de figure, mais tu peux avoir une expérience de vie ou quelque chose qui te frappe, une information qui dégage, ou qui déclenche une sorte d'effet de surprise, où là ça va engager, différents processus, bon, biochimiques au niveau du cerveau, on va pas forcément, s'étendre là-dessus, mais qui font que, bah, pour le coup, l'information va être retenue, elle va être mémorisée, sur un temps long. Ouais, et alors notamment, je sais qu'il y a eu pas mal d'études sur des chiens ou autres et qui ont beaucoup utilisé les émotions. Et c'est vrai que il faut pas oublier notre histoire, notre passé. Et en fait, tout ce qui est émotion forte, à la base, le cerveau peut le comprendre comme technique de survie ou non. Donc, il y a des émotions qui sont extrêmement fortes que le cerveau va absolument intégrer et donc ne pas oublier parce que potentiellement il se dit que c'est une question de survie ou que le choc émotionnel a été tellement fort que il faut absolument que je m'en rappelle. Et donc là, on rentre aussi dans ce que je te disais tout à l'heure, tout ce qui est utilité. C'est utile pour notre cerveau de se rappeler que ce moment-là était extrêmement, bah, je sais pas, j'ai eu extrêmement peur de mourir ou j'ai eu extrêmement peur de une Ou voiture alors, qui arrive à oui, fond sur moi, qui ralentit, ou ça peut être aussi quelque chose, j'étais dans mes pensées, je m'y attendais pas et ça m'a ramené à la réalité. puis Donc, ou alors des fois une information qui t'éclaire d'un coup quoi, qui apporte, ouais, bien un sûr. éclairage, tu dis: «Mais oui, mais comment c'est possible que j'y ai pas pensé?» tu vois? Ou alors quelque chose qui peut remettre en question une croyance qu'on avait. C'est quelque chose qui peut aussi nous marquer profondément, euh, et on va s'en souvenir après. Il y a quelque chose que je voulais rajouter. Je m'en souviendrai, je ferai le lien. Un oubli en direct. Un oubli, exactement. Ah oui, voilà. Et bon, là, on est en train de parler d'oubli, à savoir aussi qu'il y a des gens qui oublient de façon pathologique, malheureusement. Donc, il y a Ah aussi oui, des ah bah pathologies. oui. Il faut pas, il faut pas se dire, bah tiens, ces deux messieurs que je vois à l'écran, ils ont des explications, alors que si ça se trouve, si vous avez réellement des gros problèmes d'oubli, il serait quand même plus judicieux d'aller consulter un professionnel, je pense. Oui, bah, moi j'ai vécu ça parce que mon père avait Alzheimer, donc j'ai bien Hmm. vécu. Dans ces cas de figure-là, il y a 2 oublis qui sont majeurs. C'est d'abord toujours par défaut d'encodage, hein, encore une fois. L'hippocampe, en fait, étant structurellement touché par ces maladies-là, le fait de capter l'information et de la retenir devient très compliqué. Donc c'est la mémoire de travail qui ne fonctionne plus, quasiment. En tout cas, la mémoire immédiate est impactée. Ce qui veut dire que bah, ce sont des personnes qui vivent souvent dans un présent continuel. C'est-à-dire que vous lui donnez le journal le matin, il le découvre, il sait le lire, hein. Par contre, il va plus rien comprendre parce qu'il n'a pas retenu ce qui s'est passé la veille ou je ne sais quoi. Et après, il y a effectivement les souvenirs qui s'effacent parce que les connexions neuronales, bêtement, hein, se détruisent, hein, tout simplement. Il ne reste en fait que les connexions les plus anciennes, les plus consolidées, les plus structurées. Ce qui fait que souvent, autrefois, on disait comme ça, quand on ne savait pas parler d'Alzheimer, on disait, ah, bah, il est retombé en enfance. Hein, il se rappelait de ce qui s'était passé il y a 30 ans, mais il ne sait pas se rappeler ce qu'il a fait Exactement. hier, quoi, ouais. Donc voilà, là on est vraiment face à deux formes d'oubli, encore une fois, par défaut d'encodage et par effacement de l'information. Et là pour le coup, l'oubli dans ces cas-là, notamment par destruction des connexions, c'est vraiment effacé, quoi, pour le coup. Et alors, ce serait peut-être aussi sympa de parler de la courbe des bingos.
Ah oui, euh, on peut. Ouais, qui voilà, au moins pour tout ce qui est, enfin, si vous avez quelque chose à consolider, en tout cas, ça peut être une bonne source pour essayer de comprendre ce côté. Je perds énormément de mon information très rapidement. Et si je veux la consolider dans le temps, il va falloir que je fasse des récupérations actives, en fait. c'est ça. Donc, Ebbinghaus, donc on parle de la courbe de l'oubli, euh, 1880, je crois. 1885, 80. 1885. Comment, bravo, pas mal. Et du coup, c'est d'abord un philosophe, hein, Emile Gauss, et d'ailleurs, oui, effectivement, il avait remarqué sur lui-même, hein, c'était d'abord une étude, on va dire, un peu empirique. Il avait remarqué que l'oubli était rapide si on ne réactivait pas l'information dans un processus d'apprentissage, en tout cas. Ouais, exactement. Donc je pense que c'est voilà, c'est des approches qu'il faut avoir en tête si en tout cas vous êtes dans une optique de vous dire j'oublie tout le temps ou je alors c'est pas une fatalité, loin de là. C'est que votre cerveau sûrement s'est dit que ce n'était pas important. Et après, il y a aussi des méthodologies pour rendre les choses soit un peu plus importantes, soit de consolidation qui vont permettre aussi, ou alors des routines ou autres, qui vont vous permettre, je prends un exemple simple, mais souvent on me dit, ah bah j'oublie tout le temps où je mets mes clés, j'oublie tout le temps où je mets ma télécommande, j'oublie tout le temps ceci, cela. Et bien sûr, il y a des choses hein, pour attraper les faits. Et si vous voulez vraiment arrêter de plus savoir où vous mettez votre télécommande, il va y avoir des méthodes, mais c'est loin d'être une fatalité. Ça peut arriver à tout le monde, et c'est quelque chose qui au final n'est pas très important. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Vincent. Bah, dans ce que tu dis là, en fait, on appelle ça des plaintes mnésiques, hein, qui sont souvent bénignes. L'idée, si tu veux, de ne pas se rappeler où on a mis les clés ou la télécommande, là, on n'est pas tellement sur. Alors, on est vraiment dans le défaut d'encodage. On Hmm. n'est pas tellement dans la problématique de la mémoire, sinon de l'attention, en fait. Ouais, tout à Donc, fait. j'ai pas été attentif à l'endroit où j'ai posé mes clés, sachant que bah, pour les retrouver efficacement, le mieux, ce serait de les mettre toujours au même endroit. Exactement. Voilà, Voilà, c'est ce que je hein. disais, la méthode simple de routine, en fait, hein. Des routines, voilà, exactement. Donc, là, on est face à des plaintes mnésiques. C'est pareil quand on a des craintes de se dire, tiens, c'est marrant, je me rappelle plus ce que j'ai mangé la veille. On est typiquement dans la plainte mnésique, on va dire bénigne, dans le sens où si on ne se rappelle pas de ce qu'on a mangé la veille, c'est peut-être parce qu'on s'en fout un peu, quoi, en fait. Tu Ouais, vois. exact. Voilà, Donc, exactement. faut pas forcément chercher comment enfin, déjà pour rassurer un peu les gens hein, qui nous écoutent, faut pas forcément chercher des problèmes là où il n'y en a pas, en fait. Tu vois. Euh, Moi, je dis toujours que le vrai marqueur d'une mauvaise mémoire, c'est dans votre quotidien. Est-ce que vos actes sont raccord avec ce que le quotidien attend de vous? Je reprends l'exemple d'Alzheimer parce que moi j'ai vécu encore une fois, genre quand vous avez quelqu'un qui ouvre la poubelle pour chercher un verre à boire, donc là on voit très clairement que la base de connaissances, ce qu'on appelle la mémoire, n'est pas raccord avec l'action du moment. Donc le verre ne peut pas être dans une poubelle. Sauf si dans notre mémoire c'est le chaos et que pour le coup ben, on a associé la mémoire, sauf si les aires, on va dire associatives, hein, qu'on appelle ça comme ça, ont associé la poubelle à potentiellement un tiroir ou un meuble, quoi. Et là, c'est inquiétant pour le coup. Donc tant que vous ne mettez pas vos chaussures dans les frigos, ça devrait aller. Logiquement, c'est que ça devrait aller. Voilà, voilà, je pense on a à peu près fait le tour, en tout cas, des grandes parties. Le but, c'est surtout aussi de vous rassurer si vous vous dites, ah, j'ai tendance à un petit peu tout oublier. C'est surtout, je pense que vous oubliez des choses, en tout cas, dans la grande majorité des cas, vous oubliez des choses qui sont pas très utiles. Et par contre, tu as rappelé quelque chose d'important, Axel, et c'est important de le redire, Oui. c'est que quand vous avez un doute, bah, vous allez consulter votre médecin traitant, il vous fera passer ce qu'on appelle un MMS, et il pourra soit vous rassurer, soit vous demander des examens plus profonds, plus approfondis. C'est très simple hein, comme petit outil, d'ailleurs vous pouvez les faire en ligne, hein, ce sont des petits tests qui sont tout à fait classiques, mais c'est mieux si c'est quelqu'un qui vous le fait. Voilà, donc si vous avez un doute, consultez. Consulter, c'est clair qu'il y aura jamais rien de mieux qu'un spécialiste dans son domaine. C'est ça. Eh ben, écoute, merci Vincent pour toutes les précisions et on se retrouve la semaine prochaine du coup pour un épisode sur la consolidation. Allez, merci. À bientôt.
Voilà pour cette pause mémoire, j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, nous laisser vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Merci et à bientôt.